avec l'appel des auditeurs sur l'actualité internationale. L'antenne sera ouverte à 10 minutes de la fin de l'émission pour vous permettre de poser vos questions et de commenter l'actualité internationale en direct au numéro habituel, le 64 44 02 44 et le 66 75 72 72. Cette semaine, notre débat géopolitique vous propose une analyse comparative des processus de dialogue engagés dans plusieurs pays du continent africain. Le sommet Russie-Afrique qui se tiendra très prochainement à Sochi nous intéresse. Les manifestations de l'opposition en Guinée et les opérations militaires conjointes annoncées par la République démocratique du Congo en collaboration avec le Rwanda et les autres pays de l'Afrique centrale nous intéressent également. Nous avons un invité sur le plateau, il s'appelle Ile Kofi Dia, il est juriste et analyste politique. Monsieur Kofi Dia, bonjour. Bonjour, monsieur le Et merci d'avoir accepté notre invitation. Moi qui vous remercie. Fernand Zonono à l'animation, Lamine Sissé, écrivain, expert en communication, m'accompagne comme d'habitude dans l'animation de ce premier direct. Lamine Sissé, bonjour. Bonjour. Nous sommes désormais en direct. Merci. C'est une innovation. Très, très. Ah oui. René Tatou assure la technique et la mise en onde de cette émission. Le débat géopolitique avec Fernand Azonano et Lamine Sissé. À nouveau, bonjour. Comme débattu déjà dans nos émissions précédentes, plusieurs processus de dialogue ont été annoncés dans les pays du continent africain ou en cours actuellement. Depuis les dernières semaines, la démarche adoptée dans chacun des pays concernés a varié selon les contextes, selon les objectifs visés et les intentions réelles des chefs d'État qui en sont les principaux initiateurs. Au Cameroun, le grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya pour ramener la paix dans les deux régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest a ratissé large et mobilisé la plupart des composantes de la société politique et de la société civile de ce pays. À l'opposé de cet esprit d'ouverture, le processus de dialogue politique organisé du jeudi 10 au samedi 12 octobre dernier sur l'initiative du président Patrice Talon continue de susciter des polémiques au Bénin en raison du flou magistral qui a caractérisé la formulation du concept et de ses préalables. Quelle analyse faites-vous de cette variation de concept entre les différents pays concernés, M. Kofi Dia, vous qui êtes juriste? Si on peut reprocher au Cameroun de n'avoir connu que 2 présidents en 60 ans d'indépendance, on peut leur reconnaître l'idée d'innover à travers un dialogue dit national. Le dialogue dit national lorsqu'il remet la nation au cœur de l'échange. Et qui dit nation dit aussi bien acteurs politiques, les ONG, les syndicalistes, le prélat, la société civile. Et dans la nationalité du débat, dans l'aspect national du débat, on sent que tout le monde est inclus. Le peuple est considéré, les citoyens est au cœur du jeu politique. Et que l'État, pour une fois, a choisi de conjuguer avec le peuple, de communier avec le peuple. L'État a replacé le peuple dans sa valeur intrinsèque. Parce que au cours de ce dialogue national, il y aura des débats. Et un débat n'a rien à voir avec un débat. Le sujet est intense. Le sujet n'est pas léger. Mais lorsque l'on se retrouve dans un dialogue politique, et pour les concepteurs béninois, le dialogue politique se limite alors aux acteurs politiques. Justement, M. Kofi Dia, nous allons revenir aux clarifications de concept. Vous avez parlé de débat et débat. Vous avez fait ce jeu de mots extraordinaire qui nous ramène à la typologie des concepts et des termes que nous entendons depuis plusieurs semaines sur le continent. Alors, quelle clarification peut-on faire entre les concepts de débat national, je veux dire dialogue national entendu dans certains pays comme la France, où le président Emmanuel Macron a organisé un grand débat national. Le Cameroun a parlé de grand dialogue national et au Bénin, nous avons préféré parler de dialogue politique. Et ces thèmes font couler beaucoup d'encre depuis plusieurs semaines sur le continent. Quelle clarification pouvez-vous faire concrètement de ces thèmes, ces concepts? Les 3 concepts ont un point commun. Lequel? La colère du peuple. Parce que derrière un dialogue, il y a forcément une frustration. Il y a un conflit.
il y a une crise. Je parle d'abord de la France. Et Macron, à un moment donné, a estimé qu'il va falloir freiner les élans des Gilets jaunes. Et il a institué le dialogue national. Il est allé à la rencontre du peuple, il les a écoutés et il a accepté de prendre en considération ce que le peuple voulait comme doléance. Et ça a marché. Au Cameroun, on a institué un grand dialogue national pour, au final, ne gagner que 2 gibiers. Un seul gibier, autant pour moi, dans le revenu de la chasse. Puisque les 2 gibiers, c'est la libération des prisonniers politiques et finalement la libération également j'oubliais, il a donné 2 choses. Libération des opposants. Des opposants, autant pour moi. Ce sont 2 opposants libérés. Voilà. Et puis l'opposant principal, Moïse Kamto, a été libéré également. Merci. Oui. Mais on a été déçus puisque à la fin, le gibier principal, ce à quoi on s'attendait, c'était que le président Paul Biya dise que, bon, la bonne nouvelle c'est que, pour une fois, je ne me représente plus. Pour que, pour une fois, on ait la certitude que l'alternance démocratique puisse vivre. Merci, M. Kofi Dia. Je vais me tourner vers Lamine Cissé. Lamine Cissé, les peuples africains sont en colère partout, plus ou moins. Et on invente des concepts. Après le grand discours de la Baule, nous sommes aujourd'hui au cœur d'une recherche de typologie adaptée donc au concept que nous, aux réalités que nous vivons, le contexte dans lequel nous nous retrouvons. Mais pour le cas concret du Bénin, selon vous, pourquoi le Bénin a-t-il choisi de tenir un dialogue politique que certains qualifient d'exclusif, en lieu et place d'un dialogue national inclusif, comme l'exige le contexte de crise politique et sociale profonde qui perdure dans ce pays? Merci Fernand. Je crois qu'il faut par comparaison, pour analyser la situation du Bénin, il faut par comparaison faire un aperçu sur ce qui se passe ailleurs. Et d'ailleurs, je ne veux pas qu'on fasse dans cette comparaison qu'on parle de la France. Parce que la France, la démocratie, elle est huilée. La démocratie, elle s'exprime dans la langue française. La démocratie, elle est populaire en France. Alors donc, je ne veux pas qu'on fasse l'amalgame par comparaison pour dire la France a fait cela. Si nous prenons le Cameroun par rapport aux autres pays, le Cameroun, tu sais, nous sommes dans des pays, dans des États-nations en construction. Mais le Cameroun est pire, puisque dans la mentalité des gens, c'est le mot anglophone et francophone qui pose un problème. Donc, dans le Cameroun est divisé en 2 dans la conscience collective des Camerounais. C'est-à-dire que l'indépendance n'est pas encore acquise au Cameroun. Parce que nous partageons beaucoup de langues locales au Cameroun. Mais les Camerounais se focalisent sur ce qui appartient aux Français et ce qui appartient aux Anglais pour se diviser. Ça pose un problème. Donc le Cameroun, pour moi, doit organiser un dialogue national. Vous estimez que c'est normal? Ils doivent organiser un dialogue national. Le choix du président Paul Biya était le meilleur. Oui, parce que l'État est plus que jamais très fragile. Parce qu'il y a une division des mentalités. Pas autour du Cameroun, mais une division des mentalités autour des valeurs étrangères. La valeur française et la valeur anglaise. C'est extrêmement dangereux. Alors pour le cas du Bénin. Pour le cas du Bénin. Oui, mais maintenant, quand je compare le Bénin également au Sénégal, le Sénégal où nous sommes en dialogue politique en ce moment au Sénégal, quand le président Macky a convoqué, il a dit dialogue national, mais dans le dialogue national, il y a le volet dialogue politique. C'est le dialogue politique qui est en cours, avec toute la classe politique de l'opposition, de la mouvance, la société civile, les religieux, tout le monde est là pour l'aider de mettre en place ce qu'il a déréglé, ce qu'il a désorganisé lui-même. Alors quand je reviens au Bénin, parce que là-bas au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les termes de référence qui ont été déjà négociés. Pour un dialogue politique inclusif, il n'y a pas d'exclusion. Toute l'opposition, la société civile, les parties prenantes à des actions politiques au Bénin devaient être associées.
mais associé au préalable par des termes de référence. Oui, vous parlez de préalable, l'ami Cissé, je ne vous coupe pas. C'est juste pour, disons, la dynamique de ce débat et pour rester donc dans le temps. Vous avez parlé des préalables. Là également, voilà un sujet qui fâche énormément. Au Cameroun, certains préalables ont été observés dans la préparation et la tenue du grand dialogue national. Par exemple, M. Kofi Dia l'évoquait tout à l'heure, le juriste l'a dit, par exemple, l'arrêt des poursuites et la remise en liberté de 102 opposants. Je viens, oui. Vous m'avez coupé la parole, mais j'y viens. Oui, les préalables, vous êtes en train de dire les préalables que je voudrais dire moi. Exact. Parce que les préalables pour un dialogue, déjà, il faut être d'accord sur les termes de référence. Oui. Il faut que les parties prenantes à ce dialogue politique soient libres et indépendants. Moi, j'attendais du président Talon qu'il fasse de telle sorte que les opposants qui sont en exil rentrent au pays sans être inquiétés. Et que les prisonniers, que ce soit politique, qu'on le dit, prison anti-grémés, qu'ils soient libérés. D'abord, d'excripser l'espace politique, faire baisser la tension, permettre aux Béninois de parler. Que ça prenne un mois ou 2 mois, c'est ce qui est important, c'est de sortir un consensus au niveau de ce dialogue-là. Mais j'ai l'impression que le dialogue a été préétabli. J'ai une inquiétude pour n'est-ce pas, pour l'application, n'est-ce pas. Maintenant, cela dépend de la volonté du président lui-même aujourd'hui. Il n'a même pas besoin de ce dialogue politique-là pour décrypter l'atmosphère, la tension nationale. Il n'a même pas besoin. Il suffit qu'il se concerte avec les institutions de la République pour dire on amnistie les députés qui sont au Parlement, on amnistie tout le monde rentre, discutons autour des préoccupations, libère les prisonniers politiques, etc., etc. Il peut le faire parce que c'est monsieur le président de la République qui a la clé, n'est-ce pas, de la solution aujourd'hui. Oui, monsieur Kofi Dia, comment expliquez-vous que de tels préalables, vous venez d'écouter la ministre Cissé, comme ce que nous avons vu au Cameroun, au Sénégal, il en a parlé, soit littéralement contourné par le président Patrice Talon et les cadres qui l'ont accompagné dans la préparation et l'organisation du processus de dialogue politique. Ils ne l'ont pas contourné, ils l'ont annoncé. Dans la mesure où, au lieu d'opter pour le dialogue national, ils ont fait le choix du dialogue politique. Si c'était national, on verrait les syndicalistes, la société civile, le prélat, et tout ce monde-là, les ONG, et tout ce monde-là leur a demandé de bien vouloir libérer les prisonniers politiques, de bien vouloir faire rentrer d'abord les exilés politiques pour que le dialogue soit franc. Ils auraient pu exiger une certaine inclusivité du dialogue. Mais pour éviter cela, ils ont dit dialogue politique. Un peu comme pour faire recours à la Constitution du 11 décembre 1990, qui voudrait que ce soit seulement les partis politiques qui animent la vie politique. Et en se limitant aux acteurs politiques, ils ont ajouté quelque chose qui a provoqué la crise. Ils ont dit les partis politiques en règle. Le puissant de l'instant, qui a défini les règles du jeu pour retenir les partis qui sont supposés en règle pour lui, choisit alors d'aller à un dialogue. C'est tout sauf un dialogue. C'est un entretien entre les gens d'une même famille. C'est un entretien entre les gens d'un même clan. C'est juste pour satisfaire à une pression et encore inavouée pour l'instant. Et vous confirmez que le processus est vicié, délibéré. Je vous dis, Saint Antoine de Saint-Exupéry dit ceci. Écoutez, la démocratie, c'est une fraternité. Toute autre forme, c'est une imposture. Ce dialogue est une imposture. Parce que je ne trouve pas fraternel. C'est trop fort. Je ne trouve pas fraternel. Vous estimez que c'est une imposture? Oui, je ne trouve pas fraternel. Oui. Pendant que vous optez pour un dialogue politique, d'exclure d'autres partis politiques. Oui, mais quand vous parlez d'exclusion, parce que vous auriez inventé, au nom de quoi vous limitez le dialogue, la présence au dialogue à ceux qui sont en règle. Qui a fixé les règles du jeu? C'est justement ce certificat de conformité qui est l'inventeur de ce certificat de conformité qui est l'auteur de cette crise. Donc vous continuez alors de foncer tout droit dans votre logique à vous seul. Vous n'êtes pas encore prêt à communier avec la minorité du peuple. La démocratie est tout, sauf brimer la minorité. C'est le fait de protéger la minorité qui confère à la démocratie toute sa valeur intrinsèque. Monsieur Kofi Dia, et là vous me donnez de la sueur froide parce que nous avons de très grands juristes qui ont facilité ce dialogue. Et vous le savez, le professeur Dorothée Sosa et également le rapporteur principal qu'on ne présente plus, le professeur Victor Tompanou.
ce sont de grands juristes, des constitutionnalistes. Comment de grands cadres? Et là, c'est une question qui vient à l'esprit de tous les Béninois et de tous les observateurs de la politique nationale. Comment de très grands cadres béninois, de grands juristes, de hauts juristes, des mérites juristes peuvent se réunir donc, pour flouer tout un peuple? Pour qui a fait la faculté des droits, comme moi, de la première en 4e année, c'est juste un clan. Un clan. Donc, on a invité le professeur de tout ça pour qui j'ai un respect, pour qui j'ai de l'admiration, simplement parce qu'il est très proche de ceux qui sont là aujourd'hui. On l'a proposé simplement parce qu'on sait qui est professeur de tout ça, on sait le parrain de qui il est parmi et on sait qui l'a invité ou qui l'a proposé. Ne faisons pas le procès. On ne fait pas le procès. Je ne veux nommer personne. Je ne veux nommer personne. Oui, revenons à l'émission. On a fait appel au professeur Topanou, que j'admire beaucoup, qui est un ami personnel, mais on lui a donné quelle posture de rapporteur. Que peut faire un rapporteur? Rapporter ce que l'on a dit. Rapporter les échanges, rapporter ce que les uns et les autres ont dit. Il n'a pas les coups de franche pour pouvoir impacter ou pour pouvoir apporter sa touche au dialogue. Écoutez, moi, je vais vous dire ceci. Je justifie encore l'imposture par ceci. On a senti à travers le rôle joué par les juristes mérites que vous citez là, que simplement c'est une feuille de route que l'on leur a donnée et qu'en réalité, le médiateur a une couleur. C'est la rupture. C'est tout. Monsieur Kofidja, je vais me tourner avec Lamine Cissé. C'est vrai que le président Patrice Talon a fait convoquer le 17 octobre dernier le bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des commissions et groupes parlementaires pour demander la prise en compte diligente des recommandations, résolutions du dialogue. Et là, la question fondamentale, à quoi peut-on aboutir? Pourquoi, quand on sait déjà que de hauts cadres émérites et des juristes constitutionnalistes sont réunis au Palais des Congrès pour tordre le cou à la démarche scientifique recommandée de pareilles circonstances? Oui, moi, tu sais, je ne veux pas aller sur les spécificités. Je vais faire une analyse globale de la situation en tant qu'expert. Allez-y. Ce que je suis en train de dire... la fois dernière sur Soleil FM, j'ai dit, je n'ai pas vu l'aboutissement, je ne peux pas analyser. Mais quand j'ai vu en 48 heures un dialogue politique qui se tient, je me suis dit, est-ce que d'abord ce n'est pas de la précipitation? Est-ce que tout le monde y est convié? C'est ma question. Quand j'ai vu la configuration, et d'autres sont en exil, etc., j'ai dit, mais c'est pour quelle fin finalement ce dialogue-là? Parce que le dialogue, ça doit être entre deux camps qui s'opposent. Et ce qui oppose ce dialogue-là, c'est le fait que la démocratie soit et opérer un grand recul au Bénin. Parce que depuis 1987, je suis dans ce pays-là. J'ai dit, je répète encore une fois, j'ai été acteur auprès du président Mathieu Kérékou pour la mise en œuvre de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Donc j'ai vu de vrais patriotes qui, à un moment donné, crucial de la vie du Bénin, qui ont pu changer le cours de l'histoire en quittant, n'est-ce pas, un régime militaro-marxiste et aller un virage à la démocratie sans infusion de sang, sans blessure. Vous avez l'impression que nous avons perdu ces acquis. Depuis ce temps, les hommes qui étaient là étaient mus par l'intérêt général du Bénin. Les hommes qui étaient là parlaient avec le cœur et parlaient pour le Béninois. Ce n'est plus le cas. Non, mais je n'ai pas constaté cela. Parce que j'ai constaté que cette démocratie pluraliste au Bénin, où quand les gens vont en campagne, c'est la fête. Les candidats dansaient. Tu vois côte à côte dans le marché Topa, dans les rues, les différents effigies des candidats, c'est la fête. On a rendu une démocratie quelque chose de progressive. Et quand, à l'opposé, je vois qu'on sort des chars pour tirer sur cette même population, qu'on sort des chars et qu'on dicte, et que la population refuse d'aller voter, et qu'on veut régler ce problème-là, et que ce dialogue ne soit pas inclusif, ça me pose un problème. Où est-ce que nous voulons aller? Lamine Cissé, où est-ce que nous voulons aller? Mon problème est qu'on est en train d'embraser toute la région ouest-africaine par ces tripatouillages un seul homme. Nous avons...
Ça s'est passé au Sénégal. Mais Macky est en train de rectifier. Ça se passe actuellement en Guinée, on va y revenir. Ça se passe en Guinée. Tout à fait. Là, nous allons avancer dans le débat. C'est dramatique. Nous allons avancer dans le débat. Je voudrais rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent appeler les numéros 64 44 02 44 66 175 72 72 à 10 minutes de la fin de l'émission, dès que l'antenne sera ouverte, car cette émission, désormais, c'est avec les auditeurs. Oui, l'ami. Vous savez, je ne peux pas, en tant que panafricain, en tant que tout le parcours que j'ai fait, le combat que j'ai mené depuis que je suis né jusqu'à présent, je ne peux pas mettre sur le plateau là et raconter ce qui n'existe pas. Voilà. C'est pas possible. J'ai dit, pour moi, j'ai une inquiétude pour le Bénin. J'ai une inquiétude. Alors maintenant, je verrai les mesures que le président de la République, qui est le président de tous les Béninois, que ce soit minorité, majorité, ceux qui sont à l'exil, etc., les mesures qu'il prendra, qui amènera l'apaisement total. C'est mon souhait le plus ardent, de voir le président Talon, avec le président Yaïbouni, avec le président Soglo, avec toute l'opposition, la classe, s'asseoir sur la même table pour dire qu'est-ce qu'on va faire du Bénin. Merci bien. Monsieur Kofi Dia, parlons justement de la mise en œuvre des recommandations et résolutions issues donc de ces différents dialogues. Au Cameroun, on a vu les rapports des 8 commissions du grand dialogue national qui ont formulé des recommandations susceptibles d'apporter des réponses à la crise dans les régions du Nord et du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On peut citer entre autres l'octroi d'un statut spécial aux régions du Nord et du Sud, la suppression du statut de délégué du gouvernement nommé prévu dans le cadre du régime spécial, l'allègement de la tutelle de l'État de manière substantielle, la création d'une commission vérité, justice et réconciliation, le renforcement de l'anglais dans les administrations et d'autres mesures ont été proposées comme la libération des détenus ou l'adoption d'un statut spécial des régions anglophones. Mais pour assurer l'effectivité, c'est justement là où c'est intéressant, le cas du Cameroun, pour assurer l'effectivité de la mise en œuvre de ces recommandations et de leur suivi, les participants ont proposé, insisté sur la nécessité de l'établissement d'une feuille de route, d'un chronogramme et d'un organe de suivi de la mise en œuvre des recommandations. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ont adopté à l'unanimité que ces différentes recommandations et résolutions n'impliquent aucune modification de la Constitution. Ça s'est passé au Cameroun. Voilà autant de garanties juridiques et institutionnelles prises par le grand dialogue national au Cameroun qu'on ne retrouve pas dans le rapport du dialogue politique au Bénin, qui s'est simplement contenté de lister un catalogue d'intentions en 6 points sur un boulevard de révision constitutionnelle. Comment comprenez-vous cela, M. Kofi Dia? Vous savez quoi? Au panthéon du droit constitutionnel, on retrouve la théorie de la séparation des pouvoirs, le seul système labellisé. Mais lorsque vous avez un chef d'État qui détient dans sa seule main les 3 pouvoirs, ne soyez pas surpris de ce que, en réalité, ce que cache ce dialogue dit politique, ce n'est rien d'autre que la révision de certains articles ou de la Constitution. Et c'est là où on en vient. Vous confirmez? Mais c'est là où on en vient. Le schéma est tout tracé, le schéma est tout simple. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a forcé la main à une opposition ailée. Je dis ailée parce que FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent, n'était pas présent, mais pour moi c'était une faiblesse. Cori pour un Bénin détergent, représenté par certains individus à qui on a forcé la main, pas trop présent, juste pour montrer qu'une partie de l'opposition était présente à ce dialogue. Je justifie toujours, je continue de justifier mon imposture. Et ce que vous dites, c'est que de ce dialogue, qu'il faille alors maintenant aller à la représentation pour modifier la Constitution. Oui. La Constitution qui vous a permis de devenir le président de la République et donc le puissant de l'instant, en quoi cette Constitution comporte aujourd'hui des manquements ou des ratés pour qu'on juge de l'opportunité de la réviser. Encore que vous avez pas cette particularité, vous avez dit que vous voulez faire un seul mandat. Bon, tout est à votre honneur, mais aujourd'hui, il y a des signaux, des indicateurs qui nous disent que ce n'est pas ça. Il faudrait que, en venant, je me suis posé une question. À quand la sortie de l'Afrique du Jurassic Park des sociétés politiques anachroniques? L'Afrique se retrouve au cœur d'un bal des singes qui se mordent la queue. Merci, vous avez tout compris. Simplement parce que nos dirigeants refusent de respecter la Constitution qui a limité le mandat à 2. Non, ne me coupez pas la parole. Ne me coupez pas la parole. Je voudrais que les États africains copient ou pastichent l'État colombien. Le président Uribe voulait modifier à travers un référendum pour briguer un 3e mandat
le président de la Cour constitutionnelle lui a opposé un non. Et cela n'est pas arrivé. La Colombie, c'est un État du tiers-monde. Pourquoi ne pas copier la Colombie? Pourquoi à l'Union africaine comme à la CEDEAO, ne peut-on pas retenir la limitation du mandat à 2 dans nos États africains? Nelson Mandela a fait un mandat. Il n'est pas un humain. Le Léopold Sédar Senghor, dans le Dakar ancien, pas Dakar de Macky Sall, qui est en train de saboter ou de saccager aussi la démocratie. Et que Cissé ne veut pas reconnaître sur ce plateau. Hein? Vous voyez? Pourquoi pas? C'est pas le débat du jour. Ils ne sont pas extraordinaires. Oui. Ils ne sont pas extraordinaires. Donc il faudrait qu'on aille à l'école de ceux qui ont donné de beaux exemples pour impacter. Merci, M. Kofi Dia. Malheureusement, ça va continuer. Nous allons continuer à observer donc toute cette situation et le dénouement et la mise en œuvre de ces recommandations et résolutions, que ce soit au Bénin, au Cameroun, un peu partout sur le continent. Nous changeons de sujet tout en restant sur le continent pour parler de diplomatie et coopération nord-sud. Oui, plusieurs chefs d'État et de gouvernement du continent africain prendront part au sommet Russie-Afrique prévu pour le 24 octobre 2019, j'allais dire, à Sochi, et il se susurre que la Russie est à la recherche de meilleurs moyens pour renforcer la coopération bilatérale avec les pays du continent africain et qu'elle voudrait saisir l'occasion de cette conférence pour signer une déclaration politique sur l'état et les perspectives des relations et de la coopération avec l'Afrique dans les domaines politiques, économiques ainsi que culturels. Mais tout cela reste encore flou pour la plupart des analystes politiques qui craignent une prochaine guerre froide entre les grandes puissances au cœur de l'Afrique. On a le sommet Chine-Afrique, le sommet... Il y a plein de sommets aujourd'hui et la Russie en rajoute. Lamine Cissé. Oui, mais d'accord, c'est très bien. Comme l'Afrique est convoitée, ces sommets n'existaient pas. On nous a habitués à avoir les sommets France-Afrique. Ça s'arrêtait là, les chefs d'État allaient se pavaner en France et revenir. Mais aujourd'hui, les sommets, il y a des puissances qui veulent sortir de l'Afrique, aider l'Afrique à sortir de cette domination impérialiste mondiale. Parce qu'en fait, vous savez tous que je ne parle pas d'esclavage, mais je parle du partage de l'Afrique. En 1884-85, quand l'Afrique a été décidée par être partagée, jusqu'à présent, c'est pour dominer l'Afrique. Mais dominer l'Afrique, comment? C'est pour dominer les ressources de l'Afrique, s'accaparer des ressources de l'Afrique. Et laisser les Africains dans la précarité. Mais c'est ce processus-là qui continue. Et au niveau des Nations Unies, combien de pays ont le droit de veto? C'est 5. L'ensemble des pays se réunissent à son assemblée générale et décident, une seule personne se lève et dit je ne suis pas d'accord. C'est la démocratie, ça? C'est-à-dire la gouvernance économique et politique mondiale déséquilibrée. L'Afrique aujourd'hui est l'avenir de demain. Merci, parce que cette Afrique qui est l'avenir de demain. Oui. Il y a les différents sommets France-Chine, France-Afrique, France-Inde, etc. Mais la Russie, vous savez, la Russie, avec la perestroïka, était tombée, avec la désintégration de l'Union soviétique. La Russie a sorti la tête de l'eau aujourd'hui. La Russie pèse. Vous voyez dans la politique moyen-orientale, comment la Russie s'impose. La Russie et la Chine, n'est-ce pas, font face, en bloc, face à l'Occident, d'une manière générale. Donc, on ne peut pas laisser l'Afrique. Il faut que l'Afrique puisse avoir le choix de dire avec quel partenaire je dois travailler. Parce que l'avenir du monde, c'est l'Afrique qui va tirer ça. Monsieur Kofi Dia, la Russie veut conquérir l'Afrique par la porte d'entrée énergétique. Moscou est prêt à aider les pays africains à développer l'énergie atomique, ce qui est d'une importance stratégique pour l'Afrique, dit-on, car le continent manque gravement d'énergie électrique. Mais l'énergie atomique est-elle une option avantageuse pour les pays du continent? Quel est le rapport qualité-coût-pertinence d'une telle option par rapport aux autres formes d'énergie renouvelable que nous avons déjà, le solaire, l'éolien et le gaz, etc. Je ne suis pas spécialiste de l'énergie. Oui, mais tout ce que j'ai dit, c'est que l'Afrique est devenue une terre d'espérance. Les autres ont tellement pompé l'Afrique dans le mauvais sens qu'aujourd'hui la Russie vient. Pomper aussi. On a vu, non, comme il n'a pas encore commencé, je ne peux pas dire pomper dans le sens négatif, mais je trouve que lorsque l'on n'a pas réussi une coopération bilatérale entre le Nigeria et le Bénin, entre son voisin, aller jusqu'en Russie, c'est synonyme de ce que l'on a au dos au mur, que bon, on veut aller à cela pour justifier ou pour apporter quelque chose. Parce que la plupart du temps, ces gens de sommet, on rapporte quoi? On rapporte que la coopération bilatérale sera renforcée, les moyens seront mis à disposition pour que les États se sentent plus aisés
Et surtout que, bon, malheureusement pour nous, notre président est un homme d'affaires, et donc de ce sommet, il reviendra forcément avec des contrats mirobolants ou des partenariats et tout ce que l'on sait. Parce qu'un homme d'affaires n'est pas un homme d'État, et un homme d'État n'est pas un homme politique. L'homme d'affaires privilégie ses dividendes. L'homme d'affaires privilégie ses contrats. L'homme d'affaires privilégie tout ce qui pourrait lui rapporter de l'argent. Là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Et l'intérêt de notre président aujourd'hui, de sauter sur le sommet de Russie, et il est tout à fait, pour moi, je peux me tromper, mais fondamentalement commercial. Oui, Lamine Cissé, nous allons tourner, malheureusement le temps est contre nous, nous avançons lentement vers la fin de l'émission, mais nous allons tourner nos regards vers la Guinée, et avant de donner la parole aux auditeurs, tournons nos regards vers la Guinée où les manifestations qui agitent ce pays depuis lundi dernier ont eu des conséquences tragiques. Vous avez suivi l'actualité et les autorités gouvernementales et la société guinéenne se contredisent. Je veux parler de la société civile par médias interposés sur le bilan des affrontements. Le gouvernement annonçait au total 9 cas de décès, dont 8 dans la capitale ainsi que de nombreux blessés. Mais le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, coalition de partis d'opposition, de syndicats et d'associations de la société civile à l'origine de ces manifestations, a dénombré 10 morts côté manifestation, soit 10 blessés par balle et près de 200 arrestations. L'agence France Presse, quant à elle, a pu établir un bilan de 7 tués chez les manifestations selon les proches et les médecins. Et là, les faits enregistrés depuis lundi dernier en Guinée donnent finalement raison à vos inquiétudes. Dans notre émission de la semaine dernière, la Guinée a une fois encore basculé dans une violence dont nul ne peut présager l'issue à la date d'aujourd'hui. Oui, parce que l'impunité est permanente en Guinée. Parce que les militaires se permettent de tirer sur les populations impunément, personne n'est inquiété. Depuis que la Guinée est Guinée. Mais vous dites que personne n'est inquiété, pourtant il y a un chef d'État, il y a un gouvernement en place dans ce pays. Mais qui tire sur qui et pourquoi ne sanctionne-t-on pas? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je dis c'est la raison pour laquelle ils ont le courage de continuer à tirer sur les populations. Parce que les tueries précédentes sont restées ainsi, lettres mortes. Je l'ai dit. J'ai dit, Alpha Condé va amener la Guinée, amener les militaires à tirer sur les populations. Parce que le peuple guinéen n'acceptera nullement que Alpha Condé se représente. Il va les tuer tous, mais ils vont accepter. Ce qui est dramatique est que, dans cet environnement-là, tu sais, il a barricadé même, comme c'était fait ici, là. Il a barricadé le domicile avec les militaires, le domicile de Sédou Dalein Diallo. Le chef de file de l'opposition. Ni de l'intervention de la France, des États-Unis d'Amérique, etc. Il n'allait pas céder. Il peut aller à l'extrême, quand même. Je crois qu'en Afrique, la sagesse, la vieillesse, c'est un signe de sagesse. 81 ans, Alpha Condé, professeur d'université. J'ai l'impression que quand nos dirigeants là viennent à la tête du pays, ils pensent qu'ils ont acheté le peuple, c'est-à-dire le pays leur appartient. Si ils se mettent une fois dans la tête, d'abord qu'ils sont des mortels. Deuxièmement, que le peuple est souverain, on ne peut pas vraiment. Le peuple sort pour se manifester, tu prends des militaires. Ce n'est pas des militaires, ça. Parce qu'un militaire est là pour la défense de la République. Un militaire qui tire sur les populations, c'est des militaires, c'est des assassins, c'est des criminels. On ne doit pas tirer sur la population. Quoi qu'on dise, on ne doit jamais tirer sur la population. Chers auditeurs, l'antenne est à présent ouverte. René Tatou, notre technicien, pourra recevoir vos appels. Les numéros appelés, c'est le 64 44 02 44 66 75 72 72. Pendant que nous attendons les appels des auditeurs, M. Kofi Dia, quelle analyse faites-vous de la situation qui prévaut en Guinée? Oui, la situation de Guinée vient corroborer ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est que la Constitution dans nos États africains se dévoile comme le paravent qui abrite le pouvoir personnel. Sinon, comment comprendre que au-delà de tout ce qui se fait ici? Oui, auditeur en ligne, nous avons un auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Votre nom? Oui, bonjour, auditeur en ligne. Votre nom, vous appelez d'où? Et allez droit au but, allez droit à votre question. Il est parti, malheureusement. Nous allons continuer. Oui, Kofi Dia, vous avez la parole. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement parce que le président Alpha Condé a voulu réduire la Constitution à sa plus simple matérialité, l'encre sur du papier. Parce que tout est parti de là. Je l'ai dit la dernière fois, et ça nous a opposé. Bonjour.
Nous avons un autre auditeur. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Ce qu'il faut pour l'Afrique et pour la Guinée, c'est il faut forcément alterner le pouvoir démocratique sous fond de bonne gouvernance et le respect de la limitation des mandats. C'est important parce que lorsque vous avez choisi de violer une loi constitutionnelle, il va de ce que la violence viendra s'installer. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Ouais. Oui, malheureusement, c'est ce à quoi on assiste, l'amitié. Mais quand on regarde de très près ce qui se passe, le problème c'est que dans cette confusion, plusieurs dirigeants de Front National pour la défense de la Constitution guinéenne et des dizaines de manifestations ont été arrêtées et comparaissent depuis mercredi et vendredi dans une ambiance tendue devant un tribunal de Conakry. Comment peut-on vouloir aller vers la paix, vers l'apaisement, vers le dégel, arrêter des gens et les juger des gens qui manifestent? Au bon vouloir d'un seul homme. Au bon vouloir d'un seul homme. Oui. Qui pense que la Guinée l'appartient. Qui pense que les Guinéens l'appartiennent. Mais Alpha Condé, qu'est-ce qu'il veut faire? On a dit nous sommes d'accord pour la révision de la Constitution. Les clauses pour réviser une Constitution guinéenne sont là. Sans toucher le mandat, on peut le réviser. Mais lui, il veut réécrire la Constitution, ce qui lui permet d'avoir la chance de briguer un autre mandat. Parce qu'en réécrivant la Constitution, il demande l'avis constitutionnel, il demande l'avis du Parlement, et puis il va au référendum. Toute l'opposition, toute la classe de l'opposition, et même son ministre de la Justice a démissionné pour ça. Le président de la Cour constitutionnelle a démissionné pour ça. Il continue, il fonce. Alors moi je dis, il veut tuer les Guinéens, mais les Guinéens ne vont pas le lui permettre. Parce que je pense que il faut qu'on enlève de notre système de gouvernance ces genres de... Vous savez pourquoi le problème de l'alternance pose un problème? Parce que le processus de la démocratisation est biaisé. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Alors là, nous avons un problème avec la technique. On va poursuivre cette émission. Parce que ça finira pas se résoudre avec notre le technicien. processus de démocratisation est biaisé. Parce que quand le processus de démocratisation est limpide, clair et net, ça aboutit à une alternance apaisée. Oui. Oui, nous avons un autre auditeur. On va voir, on va essayer. Cette fois-ci, peut-être c'est la bonne. Bonjour. Auditeur, bonjour. Alors, qui conduit le processus? Nous allons, oui, monsieur Kofidia, je crois que l'émission tire à sa fin, mais très rapidement. Et vous savez, il y a un concept nouveau qui a été apparemment inventé. On entend, parce qu'on a vu en Guinée, à Kindia, le procureur a requis 6 mois d'emprisonnement à l'encontre de 7 manifestants pour participation à un attroupement interdit. Ici au Bénin, on parle de attroupement non armé interdit. Alors, c'est un nouveau concept inventé par les chefs d'État africains. Ils sont ingénieux dans l'art de tordre le cou à la loi pour atteindre les opposants. Sinon, comment comprendre que la même Constitution reconnaît le droit de manifester? Donc, pour contourner ou pour bousculer le droit, ils inventent des concepts approximatifs pour atteindre la cible, l'opposant. C'est seulement et fondamentalement dans nos États africains que les opposants ne connaissent que la prison. Dit pour des opinions d'idées, on vous envoie, on vous dépose. Merci bien. Nous allons dire un mot rapide sur la RD Congo parce que l'émission est presque terminée. Un mot rapide vers des opérations conjointes avec ses voisins de l'Est. Des documents signés par le chef d'État-major congolais circulent depuis la semaine dernière à Kinshasa et laissent entrevoir l'organisation donc d'une future riposte contre les groupes étrangers congolais. Et le général Célestin Mbala aurait convenu d'une réunion stratégique avec son homologue burundais les 24 et 25 octobre prochains à Goma. Lors d'une première réunion déjà le 13 et le 14 septembre dernier, les états-majors de la RDC, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda avaient convenu de travailler ensemble pour l'éradication des groupes armés étrangers comme congolais. C'est une urgence en RD Congo d'éradiquer ces groupes. L'ami Tissé, vous qui connaissez très bien, qui observez très bien la situation en RD Congo. La MONUSCO, je crois, MONUSCO n'a pas pu régler ce problème-là. Ils ont un budget de 1,5 milliard
1,5 milliard de dollars par an. Et qui sert à quoi? Par an. Et qui sert à quoi? Quand vous évaluez, ça fait 20 ans qu'ils sont au pouvoir. Ça fait sur le terrain. 7 500 milliards de francs CFA. Je crois que cet argent-là peut même développer le Congo et permettre au Congo d'aller vers la paix. Maintenant, le problème est que les pays voisins, le Burundi, le Rwanda, vous savez, ces pays, et l'Angola bien sûr, ces pays-là, vous savez, c'est des pays instables. Par exemple, le Rwanda, les génocidaires, d'autres, ils ont fui pour venir se réfugier en RDC. Les Burundais sont pareils. Donc chaque pays accuse l'autre de vouloir créer la rébellion pour venir le déstabiliser. C'est pourquoi leur rencontre, pour avoir un consensus, c'est le deuxième consensus qu'ils sont en train de chercher. Ils avaient signé un contrat de partenariat pour pouvoir éradiquer, ça n'a pas marché. Mais maintenant, cette fois-ci, c'est la bonne. Tshisekedi vaut vraiment... Rapidement, un mot là-dessus, M. Kofi Dia, l'émission est terminée. On va vous écouter rapidement sur la RD Congo. C'est la bonne stratégie, c'est d'aller donc vers une stratégie régionale globale pour éradiquer les groupes armés. Non, si l'éradication des groupes armés permet d'obtenir une certaine cohésion en RDC, c'est bienvenu. Dans le cas contraire, ce n'est pas bien. Très bien, merci. Cette émission est terminée. Malheureusement, nous n'avons pas reçu. On n'a pas reçu. Ah, on me dit, mon technicien me dit que nous avons encore 7 à 8 minutes. On peut profiter encore de 7 à 8 minutes. Bravo, parce que, et là, je crois que mon horloge ne tient pas bien. Nous avançons donc, on revient sur la RD Congo, monsieur Kofi Dia. Avec vous, la RD Congo, c'est un scandale géologique. Et vous avez écouté, Lamine Cissé l'a dit clairement tout à l'heure. Il a dit que dans ce pays, nous avons les Nations Unies, la MONUSCO, qui opère depuis plusieurs années avec un budget faramineux, depuis 20 ans, avec un budget faramineux extraordinaire, mais qui n'arrive pas à éradiquer, donc à pacifier le pays. Et aujourd'hui, dans la stratégie régionale globale qui est proposée par la RD Congo, la MONUSCO a un rôle à jouer dedans. On parle d'Africom également qui aura un rôle important à jouer donc dans la mise en œuvre de cette opération militaire. Et quel crédit accordez-vous donc à une participation de la MONUSCO à une opération de cette envergure, alors qu'elle, même avec ce budget, n'arrive pas à pacifier le pays, n'arrive absolument à rien faire donc pour amener la paix en RD Congo? Je vous ai dit tout à l'heure que l'intérêt est la mesure de l'action. Dites-moi, quel intérêt la MONUSCO a à venir régler une crise congolaise? Tant que dans nos États africains, le slogan ne serait pas que le problème africain sera résolu par les Africains, ça ne marchera jamais. Pas d'intérêt, pas d'action. Je n'ai pas intérêt à pacifier la zone simplement parce que si la zone est pacifiée, ce que j'ai à gagner, je ne l'aurai pas. Mais il y a forcément des gens, tant pis dans le nombre, qui ont intérêt à ce que cela continue. Donc les moyens faramineux et débloqués et tout ça ne justifient pas de la bonne intention de ces acteurs-là. Maintenant, permettez-moi de revenir sur le fait que quand mon vis-à-vis, M. Lamine Cissé, dit que lorsque le processus démocratique est biaisé, les résultats sont fondamentalement négatifs. Et je lui oppose l'idée selon laquelle le mal endémique dans nos démocraties pluralistes, et ce n'est pas le processus qui est biaisé, c'est l'homme qui organise le processus, c'est l'homme politique. C'est la volonté de l'homme politique, la mauvaise foi de l'homme politique qui fait que le processus est biaisé. Donc les institutions installées, on trouve des crocs en jambes pour que l'opposition ne soit jamais là où, à la place où elle doit être. Alors que normalement, lorsqu'on alterne ou lorsqu'on connaît un changement, on doit pouvoir progresser. Un État qui ne progresse pas régresse. Du coup, progresser, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et l'opposition est utile et indispensable pour que celui qui exerce le pouvoir puisse évoluer. Tout en sachant que ce que j'ai comme programme, l'autre chose, c'est que l'alphabétisation du peuple est tellement élevée qu'au lieu de voter pour les programmes, on vote pour les hommes. Vous faites de l'ironie. Tant qu'en Afrique, on ne votera pas pour les programmes, on aura toujours ces mots en Monsieur Kofi Dia, Lamine Cissé, l'éventualité d'une participation de l'Ouganda et du Rwanda et du Burundi avec des forces spéciales, parce que vous savez que c'est des pays qui sont extrêmement armés et qui ont des forces redoutables. Et ces pays, déjà l'idée
quand les populations congolaises apprennent que ces pays viennent avec des forces spéciales, cela a semé la panique au sein de la population dans l'est de la RDC. Et là, on se souvient que les armées de certains pays de la RDC sont accusées d'incursions répétées et de comportements répréhensibles, allant de l'occupation des provinces riches en minerais à des viols massifs perpétrés sur des femmes dans les deux Kivu. Ces populations ont-elles raison de s'inquiéter? Non, non, mais justement, parce qu'ils n'ont confiance à personne, ils ont été laissés pour compte depuis très longtemps, ils ont été martyrisés, ces populations, elles ont été martyrisées. Alors, je comprends... On a pris, à un moment donné, je crois que les Nations Unies ont même, disons, déclaré que le viol est devenu une arme de guerre en RD Congo. Bon. Maintenant, ce que moi je voudrais dire, si il y va de la volonté manifeste des trois pays, y compris l'Angola également, pour pouvoir réellement régler le problème. Parce que, vous savez, n'oublie pas que Tshisekedi, comment dire, Kabila, avant de partir, parce que le Rwanda était un chien de faïence avec le régime Kabila. Mais Kabila a compris que c'est les richesses du Rwanda, du RDC dont le Rwanda a besoin pour asseoir son développement. C'est pourquoi il impose une partie, il gère une partie, mais quand Kabila a compris cela, il a tout fait pour avoir un accord qu'ils ont signé entre le Rwanda et le RDC. Actuellement, il y a la paix, il n'y a pas de problème. Mais si les trois pays, les quatre pays se réunissent pour dire réglons définitivement le problème de la sécurité, ça va pour que les ressources restent aux populations. Merci. Je crois que c'est une bonne idée. Merci bien. Monsieur Kovija, très rapidement, en 30 secondes, dites-nous, peut-on espérer que l'état-major intégré de ces forces coalisées garantisse un meilleur respect des règles d'engagement militaire du droit international et humanitaire tout au long de ce processus? On n'a rien à espérer. Rien à espérer. Rien à espérer, sauf que ce qui doit entrer en ligne de compte ici, c'est la volonté politique. Merci bien.